parce que je me dis, j'ai fait ça pendant 15 ans, ça m'a pris 15 ans pour décider d'arrêter, d'avoir cette force, cette volonté d'arrêter, parce que j'avais aussi peur des conditions matérielles, financières. Bienvenue sur le podcast Oser mon parcours. Moi c'est Sandy et je m'entretiens une petite heure avec des personnes qui osent leur parcours professionnel. Alors si comme moi vous adorez écouter des histoires de vie, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Natacha. Bonjour Sandy. Je suis vraiment heureuse Natacha de te recevoir dans ce podcast. Alors pour nous parler de ton parcours, à quelle étape tu aimerais commencer ? Eh bien, écoute, je vais commencer peut-être par mes années lycée, ce que je voulais faire en fait initialement. En fait, moi, je voulais être écrivain. Voilà, j'adorais les lettres. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup à la bibliothécaire dans ma chambre et je voulais écrire. Donc, je voulais être écrivain et j'hésitais avec également le métier de journaliste. Du coup, j'ai fait une prépa lettres, en fait. Tu vois, toujours dans l'optique de me dire, je serai écrivain ou journaliste. Et puis, en fait, je suis restée 1 mois. Je suis restée 1 mois parce que pour moi, c'était assez bloquant. On t'imposait en fait des lectures. Moi, j'adorais lire. Et en fait, là, je me retrouvais dans un système où en fait, on t'imposait un tas de lectures à lire très vite, chaque semaine. Je ne m'y retrouvais pas du tout. Donc, j'ai arrêté. Et là, c'est posé la question de qu'est-ce que je vais faire. J'avais tenté l'IUT journalisme sans vraiment le travailler, donc je n'avais pas été prise. Et puis là, j'ai eu une maman avisée qui avait fait du droit et qui m'a dit « Tu vas faire du droit ». Voilà. Et moi, je ne savais pas trop. Je serais bien partie sur des études de lettres, sauf que... alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, dans l'univers de mes parents, alors pourtant, mon père était prof de maths. Il adore les lettres, ma mère aussi. Mais on va dire que faire des études de lettres, ça ne déboucherait pas sur grand-chose. En tout cas, voilà, c'était vu comme ça. Donc, en fait, on m'a fortement conseillé, voire accompagné à la feuille de droit pour m'inscrire. Donc, j'ai fait du droit. Et puis, donc, sans savoir si ça allait me plaire, j'en avais jamais fait. Et finalement, ça m'a plu. C'est un raisonnement, c'est une rigueur de raisonnement. Tu apprends à écrire. Voilà, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt au droit. Donc, j'ai fait 6 ans de droit. J'ai fait du droit pénal. Après, j'ai fait du droit des affaires internationales. Et puis, alors je voulais pas passer le barreau, je voulais pas être avocate. J'ai tenté la magistrature, je l'ai pas eu. Concours assez difficile. Et je me suis dit, moi, je veux faire un métier pragmatique, de terrain, quelque chose de concret. Et je ne sais pas t'expliquer comment, pourquoi. Je voulais travailler en Bretagne. Donc, à l'époque, j'habitais à Tours, je suis tourangelle. Je voulais travailler en Bretagne et je voulais travailler dans l'industrie. Mes parents étaient fonctionnaires. J'ai pas forcément quelqu'un qui a bossé dans l'industrie. Alors, j'avais un grand-père qui était ingénieur quand même. Donc, je voulais bosser dans l'industrie en Bretagne. Voilà. Alors, j'ai fait un passage éclair à Paris pour faire mes stages. Je suis passée en banque pendant 1 an. Alors, autant dire que ça m'a pas plu. Voilà. Je me suis dit qu'en fait, je travaillerais pas. Ça m'a confortée dans l'idée que je voulais travailler dans l'industrie. Et puis, j'ai eu la chance de décrocher un stage chez Areva. Donc là, voilà, j'étais au cœur de l'industrie, donc c'était très intéressant. Par contre, Paris, ça me plaisait pas du tout. Pas du tout. Donc, je voulais travailler en Bretagne, absolument. Donc, j'ai cherché. Et puis, finalement, j'ai trouvé mon premier travail, alors pas exactement en Bretagne, mais en Mayenne, dans un groupe agroalimentaire. Et puis, voilà, j'ai commencé mon métier de juriste en entreprise. Et j'ai travaillé à peu près 15 ans dans ce métier-là. J'ai fait 3 groupes agroalimentaires, automobiles, de très beaux postes. Vraiment, je me suis à la fois éclatée parce que c'était très intéressant. J'ai travaillé sur l'international. J'ai pu aller en Inde, j'ai pu aller en Chine. J'ai travaillé avec des gens super. Et puis en même temps, très stressant. Très stressant, beaucoup de gestion de crise, beaucoup d'exigences. J'ai travaillé avec des fonds d'investissement américains, donc avec le décalage horaire. T'imagines bien qu'on travaillait plutôt à 21h qu'en horaires normaux. Donc voilà, donc 15 années de droit. Et puis, pendant ces années-là, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le milieu d'entreprise, travailler sur des projets à l'international, trouver des stratégies, etc. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mais le droit en tant que tel, ça ne m'a jamais passionnée, clairement. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne me passionnait pas.
Qu'est-ce qui faisait que voilà, j'allais pas aller plus loin? Moi, je me souviens, j'avais rencontré un avocat qui m'expliquait que ces livres, l'été, c'était des livres de droit. Moi, jamais de la vie, ça me serait venu à l'idée, hein. Moi, je continuais à bouquiner des romans et autres, etc. Donc, je comprenais pas. Je souffrais quand même pas mal parce qu'il y avait beaucoup de stress. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, en fait, la littérature ne m'a jamais lâchée. Parce qu'en fait, j'avais aussi un rêve de devenir libraire. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah écoute, tu travailles, tu fais du droit, t'aimes quand même ça, mais à côté, tu vas pas t'arrêter là et tu vas essayer d'aller un petit peu plus loin par rapport à ton rêve. Et donc, j'ai rejoint un master 2 en littérature jeunesse à distance à l'université du Mans, que j'ai fait en parallèle, en fait, du coup, de mon boulot. Voilà. Et puis, c'était assez cocasse parce qu'en fait, c'était un master 2, mais professionnel, donc il fallait faire des stages en librairie. Donc, je faisais mes stages en librairie pendant mes congés. Alors, personne ne le savait. Je rédigeais mon mémoire le soir, le week-end. Enfin, ça a été une année assez compliquée. J'ai obtenu mon Master 2. Ça s'était hyper bien passé. D'ailleurs, ils voulaient que je fasse une thèse, que je poursuive, etc. Et puis, le milieu universitaire, ce n'était pas ce qui m'intéressait. J'ai fait des stages à Tours, à Bruxelles, au Canada. Voilà, j'en ai profité pour joindre l'utile à l'agréable et quand même prendre des vacances. C'était génial et je me suis dit, bon, bah maintenant, tu vas t'inscrire à l'Institut de formation des libraires à Montreuil pour en fait travailler. Donc, c'était une formation de 15 jours, la formation officielle pour les libraires pour travailler sur les business plans, pour voir si tu es capable d'ouvrir une librairie, etc. Pareil, j'ai fait ça sur mes congés. Personne ne savait. J'ai fait toute la formation exceptionnelle. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment rentable. Et puis, au bout de peut-être 10 ans, tu gagnais à peine un SMIC et que ça allait être compliqué. Ça allait être d'autant plus compliqué que je pense que pour la librairie, c'est bien d'être associé, d'être à deux. Et que là, je connaissais personne, en fait, véritablement, pour s'associer sur ce projet. Donc, j'ai mis ça de côté. Mais en me disant, peut-être qu'un jour, je reprendrai ça plus tard, je sais pas, à la retraite ou même avant. Et puis, j'aurai une librairie... peut-être café social, enfin voilà, où il y aurait des rencontres, des auteurs, des concerts, voilà, autour du monde de la littérature, de la librairie. Donc ça a été voilà, un premier projet. Donc déjà, tout ça pour te dire que ça faisait longtemps que je voulais être à mon compte, que je ne savais pas vraiment sur quoi. Donc ce projet-là, il me plaisait beaucoup, mais il n'était absolument pas viable. Donc raisonnablement, je l'ai mis de côté, mais j'ai commencé à le bosser en 2007. J'ai fait ma formation en 2012 et je l'ai définitivement mis de côté en 2014. Donc, j'ai quand même passé 7 ans, en fait, sur ce projet. Voilà. Et je pense que ça m'a permis aussi de m'équilibrer par rapport à mon boulot. Voilà. Donc, ce projet mis de côté, je me suis dit, bon, ok, tu continues, mais ça ne te plaît toujours pas à 200%. Donc, il y a un problème. Ouais, donc tu avais toujours cette quête que ça te plaise profondément. Alors, une quête que ça me plaise, que ça m'épanouisse complètement. Et je ne me sentais pas complètement épanouie. Une quête de liberté. Pour moi, ça a toujours été hyper contraignant d'avoir des horaires, très clairement. Même si j'étais cadre et j'étais quand même assez libre, l'industrie, pendant 15 ans, c'était 8 heures du matin. Pas 8h02, 8 heures. C'est un carcan assez lourd, en fait. Et ça me plaisait pas du tout. Enfin, c'était pas du tout... c'était contre nature pour moi. Donc voilà, j'avais cette quête de liberté, d'épanouissement, et puis de travailler, en fait, pour moi, pour développer ma propre boîte, ma propre structure. Tu vois, parce que comme en fait, je travaillais, alors j'avais à cœur d'aider à développer le chiffre d'affaires des entreprises pour lesquelles je bossais, mais j'aimais ça. J'adorais ce côté business development et je voulais vraiment le faire pour moi, en fait. Après, j'ai vécu des épreuves personnelles, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu aussi un bébé. Voilà, donc du coup, ça a été des épreuves qui fait aussi que ça m'a... Ces épreuves qui font que tu te poses, tu vois pas du tout la vie de la même façon, forcément, tu vois, il y a un avant, un après, et tout ça, ça a été assez en 2 ans, 2 ans de temps, donc ça a été vraiment rapproché. Et du coup, là, ça a accentué le fait que je trouvais vraiment pas assez d'épanouissement et de sens dans ce que je faisais.
Donc je me suis dit, ça va pas, faut vraiment que tu fasses, faut que tu te réalises, en fait, tu t'accomplisses, quoi. Enfin, on peut s'accomplir à n'importe quel âge, je pense. Mais moi, j'avais envie de le faire maintenant. J'avais 35 ans. Toi, je me suis dit, bah, pour mes 40 ans, voilà, je voudrais déjà être bien dans mes baskets au niveau professionnel. Voilà, donc du coup, alors comment ça s'est passé? En fait, après ça, j'ai repris même pas un an dans la boîte où j'étais, dans l'agro. Et puis en fait, j'y arrivais plus. J'étais plus motivée en fait. J'étais plus motivée. Ça se passait bien, il n'y avait pas de problème, mais j'étais plus du tout motivée. Donc un jour, je suis allée voir mon directeur général, qui a eu cette intelligence de comprendre que j'étais absolument plus motivée et que j'avais envie d'être à mon compte, que je ne savais pas ce que j'allais faire, mais qu'il fallait que j'arrête. Il m'a dit d'accord. Voilà, je suis partie en juillet 2016. Alors, ça a été un soulagement, en fait, pour moi d'arrêter. Alors, ce qu'il faut que je te dise, quand même, ça a un lien avec mon métier actuel, c'est que suite aux épreuves personnelles, j'avais commencé à m'intéresser à la psychologie positive. Voilà, la résilience, enfin pas mal de notions. J'avais beaucoup bouquiné. Je connaissais absolument pas parce que moi, j'ai été éduquée par des parents qui avaient plutôt un esprit assez critique et assez négatif. La psychologie positive, chez moi, c'était pas vraiment ça. Et donc, c'était une totale découverte, mais qui a eu un impact énorme pour moi et qui m'a beaucoup aidée. À titre personnel, ça m'a énormément aidée. Donc, je me suis dit, c'est quand même génial cette matière, enfin, j'ai envie de creuser, etc. Donc ça, il y a eu ça. Et puis, du coup, quand j'ai arrêté, je me suis dit, tu pars en vacances un mois, et puis tu réfléchis à ce que tu veux faire. Donc là, autant dire que tous les métiers sont passés. À un moment, je me voyais bien gérante d'une boulangerie. Alors, évidemment, ayant fait 15 ans de prestations intellectuelles, j'avais envie de faire quelque chose de manuel. Ça, je crois que c'est... On est beaucoup de personnes, en fait, d'ailleurs, à avoir envie de faire ça. Donc, j'avais pensé à la boulangerie. Je m'étais posé la question, est-ce que je reprends pas, moi, je sais pas, un CAP d'artisanat. Enfin, je me sentais pas hyper à l'aise avec mes mains, mais justement, j'avais envie d'apprendre un métier un peu plus concret. Mais tu t'es fait accompagner là-dedans? Ou là, Alors, au début, non. que toi, ouais. Ouais, au début, non, c'est moi avec moi-même. Tu vois, ça a été une réflexion. Je me souviens, je suis partie en Crète. Et puis voilà, j'ai réfléchi. Je regardais, alors pour te dire, j'étais sur la plage, je regardais les transats. Je me disais, ça serait bien d'inventer quelque chose qui porte ton verre, plus un mini parasol et puis un porte-livre, etc. Voilà, j'étais vraiment. En fait, j'ai libéré ma créativité. Et je me suis rendu compte après, je croyais que j'étais pas créative avant. Et en fait, c'était pas vrai. J'étais très créative dans le droit. Mais c'était juste que la matière me passionnait pas. Et là, pour la première fois, j'ai pu penser à plein de choses diverses et variées. J'étais partie correctement parce que j'étais partie dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc ça m'a aussi beaucoup aidée. Ça te permet d'être sereine. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je me suis dit que finalement, ce qui m'avait beaucoup plu en entreprise, c'était d'accompagner aussi les gens. Parce que comme j'ai fait beaucoup de gestion de crise, du pénal, il se trouve que j'ai accompagné pas mal de salariés dans des situations très compliquées pour eux. Et que finalement, plus que la stratégie juridique, je me suis révélée dans l'accompagnement humain. J'avais fait aussi pas mal de management, j'avais adoré ça, faire monter en compétence mes collaborateurs, etc. Donc je me suis dit, tu veux travailler avec l'humain et les organisations. Le milieu de l'entreprise te passionne, donc tu as envie de bosser avec ça. Deuxièmement, j'ai découvert le métier de coach. Et en fait, je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais c'est super ce métier parce que ça m'aurait énormément servi en fait dans le cadre professionnel. Si j'avais rencontré un coach pour avoir un espace de parole, pour m'aider sur la gestion du stress, l'organisation, enfin plein de choses. Et ce que j'ai aimé dans le métier de coach, c'est que c'est concret. Tu as un objectif, tu as des actions, tu mesures et c'est très concret. Et moi, venant de l'industrie, venant du terrain, c'est quelque chose qui me parle. C'est vraiment ma vision de... Par exemple, ma vision du métier de juriste d'entreprise, c'était ça. D'être vraiment collé aux besoins des clients internes, d'être très pragmatique. Donc, je me suis dit, c'est super, je vais me former au coaching. Mais comment tu as connu ce métier de coach? Comment ça arrivé à toi? Alors, comme en fait, je m'étais intéressée à la psychologie positive, j'ai commencé à chercher des formations sur la psychologie positive. J'en ai trouvé une et en fait, les personnes qui la dispensaient étaient coachs. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser aussi à ce métier-là, en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire à la formation en psychologie positive, parce que finalement, ça me plaît, j'ai envie d'aller jusqu'au bout.
J'ai vu qu'ils faisaient des formations de coaching. Donc, voilà, je me suis dit que c'était intéressant aussi. Et puis, à côté de ça, ce qui m'a intéressée, c'était la médiation. Parce que j'avais fait 15 ans de procédure judiciaire. Je suis persuadée qu'en communiquant mieux, il y aurait plein de dossiers qu'on pourrait traiter à l'amiable hors tribunal. Et puis, je sais que les tribunaux sont complètement engorgés, etc. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et je me suis dit, ça m'intéresse aussi. C'est de l'accompagnement aussi. Et je vais me former à la médiation. Donc, voilà, la première étape, c'était de me dire, tu prends 6 mois pour te former sur le coaching. La médiation, c'était un diplôme universitaire d'1 an. Mais ça ne m'a pas empêché de démarrer et puis voilà, de terminer en fait au bout de l'année universitaire. Et de faire cette certification en psychologie positive. Wow. Ouais, alors ça a été super. Moi, on m'a dit, j'ai parlé, après, je suis rentrée dans quelques réseaux. Et puis, dans les réseaux, tu rencontres énormément de coachs. Il y en a beaucoup. Et donc, il y avait des coachs qui me disaient, c'est trop, il faut que tu prennes le temps d'intégrer déjà ta formation de coaching, puis la médiation. Tu vas voir, c'est un gros travail sur toi-même, etc. Alors, c'est vrai, c'est un gros travail sur soi-même. Moi, ça a été vraiment une année géniale, à tout point de vue, parce que tu apprends à te connaître, tu te découvres, en fait. Tu te redécouvres. Moi, j'ai vraiment appris à travailler mon empathie. J'étais dans un métier quand même, faut pas oublier que le droit t'anticipe que des risques et t'es méfiant avec tout le monde. Et c'est ton métier, c'est ce qu'on te demande de faire. Et du coup, j'ai enfin compris pourquoi j'aimais pas tant que ça le droit. Parce qu'en fait, moi, ma nature était optimiste et j'étais en posture de méfiance, de défiance et d'anticipation de risques. J'étais toujours dans le négatif, en fait. Mais ça m'a pris 15 ans. Voilà, à comprendre que, oui, j'étais pas du tout alignée, en fait. Donc, ça pouvait pas fonctionner. Donc, je m'étais usée, en fait. Voilà, donc j'ai fait ces formations-là. Et puis, alors moi, j'ai décidé de tout faire en même temps. La difficulté pour moi, ça a été de trouver des formations compatibles en termes de jours. Voilà, parce que souvent, c'était en même temps. La médiation, c'était à Paris, c'était assez exigeant en termes de présence. Voilà, mais bon, ça se trouve, hein. Il y a beaucoup de formations. Alors, il y a beaucoup de formations de coaching, beaucoup moins de médiation. Mais enfin, au final, j'ai réussi. Et puis, moi, j'avais l'idée que début 2017, je montais ma boîte. Wow. C'était parti en juillet 2016. Ouais, voilà. En septembre, je savais ce que je faisais. Je m'inscrivais dès le mois de septembre. J'ai fait toute ma formation de psychologie positive, de coaching jusqu'à février. Bon, sachant que ça se poursuit après pour des histoires de certification, etc. De toute façon, ces métiers-là, c'est de la formation continue, clairement. Et la médiation, je me suis inscrite en septembre et ça s'est terminé en juillet 2017. Et j'ai monté ma boîte le 1er mars 2017. Voilà. Okay. Avec du coup une activité de coaching professionnel, une activité de formation professionnelle, une activité de médiation judiciaire et conventionnelle. Ça va faire 3 ans bientôt. Et j'ai aucun regret. Si tu veux, je pense jamais au droit. C'est ça qui est dingue en fait. C'est impressionnant. J'ai adoré ce que j'ai fait et je pense que toute mon expérience, elle m'est très très utile aujourd'hui. Ne serait-ce que pour monter ma boîte, j'avais pas peur du tout des formalités administratives. J'avais beaucoup travaillé avec la direction financière sur des business plans, donc faire des plans d'affaires, des plans de trésorerie, tout ça. J'avais ces notions-là. Donc pour répondre à ta question tout à l'heure, oui, je me suis fait accompagner par contre. Donc il y a des structures, il y a des structures institutionnelles. Il y a des structures privées aussi. Moi, j'ai choisi une structure institutionnelle par la BGE, la boutique gestion d'entreprise. Tu en as dans toutes les régions, je crois. Et en fait, c'est super parce que tu as un conseiller création d'entreprise qui te suit tous les mois. Et puis, à côté de ça, tu participes à des ateliers collectifs pour travailler sur ton modèle économique, ton idée, pour passer de l'idée au projet. Et là, tu rencontres plein de gens. Et tu rencontres plein de gens qui sont dans la même dynamique que toi, qui sont au début de leur projet. Et en fait, c'est ton premier réseau. Parce que moi, il y a des gens que j'ai gardés en contact aujourd'hui, 3 ans après, et que j'avais rencontrés lors de la première réunion d'information collective, quoi. Et puis surtout, quand tu commences comme ça à te lancer, c'est hyper important de te sentir soutenu et de pouvoir échanger. Alors oui, c'est d'autant plus important que souvent, le soutien ne vient pas de ta famille. Alors moi, ma famille, je les adore. Mais alors, quand je leur ai dit que j'allais faire du coaching, que j'arrêtais le droit pour faire du coaching, j'ai eu diverses réactions.
Alors mon père, lui, était content que j'arrête, entre guillemets, parce qu'il voyait bien que ça me pesait, même au niveau de la santé, enfin que c'était devenu compliqué. Bon, par contre, le coaching, il m'a dit, oh là là, les sciences comportementales, c'est de la manipulation, tu risques de tomber dans des sectes, tu vas rencontrer des gourous. J'ai tout eu, hein, tous les clichés. Et ma sœur m'a dit, ça m'a marqué parce qu'elle m'a dit, oui, oui, bah, il n'y a pas de problème, on fait attention où tu vas, et puis de toute façon, on en reparle, mais dans un an, tu refais du droit. Alors, ce qui est assez drôle parce qu'elle n'y croyait pas du tout au coaching, et puis je sais plus quand, il y a quelques mois, on avait une discussion parce qu'elle se mettait à son compte, et elle m'avait dit que elle prendrait peut-être un coach finalement. Comme quoi, c'est bien, j'ai réussi à la convaincre. Donc oui, t'es pas forcément soutenu du tout par ton entourage parce qu'en fait, ils ont peur. Ils ont peur, ils comprennent pas. Tu as toujours été dans un cadre classique où tu fonctionnes bien, parce que je fonctionnais bien. Et là, ils se disent, mais ça va pas. Moi, dans ma famille, personne n'a monté de boîte. Enfin, j'ai un oncle qui a repris des boîtes, mais on n'est pas des entrepreneurs dans l'âme. Et du coup, enfin, ouais, ça leur faisait super peur. Et c'est quoi, toi, qui t'a donné cette force de faire ça si vite, de changer comme ça? Enfin, c'est quand même incroyable de partir de sa boîte sans savoir du tout ce que tu vas faire. Et c'était Alors, toujours ouais. cette soif et cette envie de liberté. Enfin, c'est qu'au fond de toi, tu croyais que ça pouvait exister et tu voulais tout mettre en œuvre pour Ouais. ça. En fait, je me sentais complètement prête. J'étais arrivée complètement au bout de ce que je pouvais faire dans mon métier. Quand tu n'as plus l'envie du tout de te lever, tu vois, moi, je suis quelqu'un, je suis impliquée dans tout ce que je fais. Et ces 15 années, je me suis hyper impliquée dans mes entreprises. Et quand tu n'as plus du tout envie de t'impliquer, tu vas complètement à reculons. J'avais quand même assez de lucidité pour me dire, enfin, tu vas pas faire encore 20, 30 ans comme ça. Enfin, non, c'est pas possible. Et puis après, tu vois, je t'ai dit, enfin, j'ai quand même un parcours depuis 2007 au moins, où je réfléchis, où je travaille de la création d'entreprise finalement. Même si ça a été un projet de librairie au départ. Et donc, du coup, bah, c'était mûr. Je pense que ma décision, elle était mûre. Et pour moi, c'était une évidence. Plus les épreuves aussi de la vie, tu vois, font que tu as un autre regard sur la vie et tu te dis, mais après tout, au pire, je m'étais dit, au pire, tu te plantes, effectivement, tu peux retrouver un boulot dans le droit. Enfin, si jamais tu as absolument besoin. Bon, après, dans la réalité, quand tu sors du marché, tu sors du marché. Et puis, enfin, moi, aujourd'hui, je suis quand même très, très loin du droit, hein. Mais voilà, je m'étais quand même dit en plan B. Ça, c'est, tu vois, le raisonnement juridique, plan A, plan B, plan C, plan D. J'avais quand même anticipé en me disant, tente l'expérience. Après, c'était vraiment une évidence pour moi d'être à mon compte. Moi, j'avais un DG dans l'automobile qui m'avait dit qu'il me voyait très, très bien à mon compte, hein. Alors lui, à l'époque, bah, il me disait avocate, tu vois, par exemple, mais il me disait, en gros, tu as vraiment l'étoffe de quelqu'un qui peut être entrepreneur. Après, te dire que j'ai pas eu de doute, c'est pas vrai. J'en ai eu plein. Je me suis déjà demandé, enfin, je me suis parfois demandé ce que je faisais. Je suis passée d'un confort, parce que j'étais très bien payée. Bah, alors au début, j'avais des indemnités vu que j'étais en rupture conventionnelle, mais après, quand il a fallu me payer, bon, j'ai divisé un petit peu mon salaire par 2 ou par 3, tu vois, au départ. Mais finalement, je m'en fiche complètement parce que je suis tellement libre, je me sens tellement libre aujourd'hui. Et puis parce que l'activité se développe très bien et que mon salaire, je vais le retrouver. Il me faudra peut-être encore 2 ans, mais je vais le retrouver. Donc finalement... Et puis je m'en fiche aussi de retrouver le même niveau. C'est surtout ça. Là aussi, j'ai beaucoup évolué. Alors, c'est vrai que quand tu montes ta boîte, tu travailles énormément ton rapport à l'argent. Ça, c'est important parce que bah, au départ, tu ne te paies pas. Donc, il faut déjà pouvoir le faire. Enfin, tu vois, moi, j'ai la chance que mon conjoint, il soit là aussi pour parfois remettre un peu au pot, etc. Et puis me soutenir. Pour le coup, lui, il me soutient énormément. Il croit énormément à mon activité. Donc voilà, il faut que ce soit faisable économiquement parce que si tu n'es pas serein par rapport à ça, tu es complètement en stress. Et des entrepreneurs très stressés qui font des burn-out, j'en connais aussi beaucoup. J'en accompagne même. Ouais. Donc c'est toute la difficulté, quoi. Et là, du coup, dans ton quotidien, tu te ressens comment? Bah, je me sens beaucoup plus accomplie. Je me sens en fait à la bonne place.
Je me sens à la bonne place. Je me dis que j'aurais dû le faire plus tôt, même si j'ai pas de regrets en fait en tant que tel. Mais je pense que j'aurais pu le faire plus tôt. Je pense que j'avais vraiment ça en moi en fait, que ça fait partie de mon ADN pour le coup. Et donc du coup, je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens. Au départ, comme je suis allée sur un nouveau métier quand même, donc tu as toujours ce sentiment, est-ce que je suis légitime ou pas sur un nouveau métier? Donc il y a toutes les craintes qui sont associées à ça. Après, je les ai levées. J'ai été assez bienveillante avec moi-même en me disant que je faisais du mieux que je pouvais et puis j'apprenais au fur et à mesure. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc j'avais des résultats, etc. Donc ça m'a donné de plus en plus confiance aussi. Mais j'ai jamais vraiment douté que je pouvais accompagner. En fait, que le métier de l'accompagnement, je pense que j'étais vraiment à la bonne place. Et je me sens beaucoup plus libre. Ça, c'est clair. Clairement, je pense que j'avais un petit problème de manière générale avec le fait d'avoir une hiérarchie. Même si j'ai des gens très sympas au-dessus de moi, mais je pense que c'était pas du tout mon truc. Et je pense que ça, c'est mon côté enfant rebelle qui ressort en général, mais c'est clair. Donc du coup, voilà, là, j'ai pas de hiérarchie, je choisis mes clients, finalement. Tu as forcément le stress du chiffre d'affaires. Ça va vite et c'est important de développer vite. Tu as de la concurrence, on t'attend pas. Donc voilà, c'est vraiment de faire son trou. Et puis en plus, moi, je suis revenue dans la région rennaise. Avant, j'étais dans les Côtes-d'Armor, donc il a fallu reconstituer un réseau. J'avais tout à faire en fait. Et puis, non, non, ça se fait bien. Et comme je te disais tout à l'heure, je pense jamais au droit. D'ailleurs, même toute ma partie juridique, je l'ai déléguée à quelqu'un à l'extérieur. J'avais même pas envie de le faire. Alors par contre, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui me voient encore comme une juriste et donc ils continuent à me demander de regarder leurs conditions générales de vente, leurs contrats, etc. Et je refuse systématiquement. Je suis plus du tout juriste et je le reviendrai pas. Ça, c'est clair. Je ferai autre chose à la rigueur. Si je devais faire autre chose, parce que par contre, je sais pas, tu vois, je sais pas si je ferais mon métier jusqu'à ma retraite, par exemple. Je ferais peut-être autre chose plus tard. Ouais, et c'est ça aussi. Le fait de l'avoir fait une fois, ça t'autorise plus facilement à le refaire. Ouais, complètement. Alors, tu vois, la devise de l'entreprise, c'est oser, c'est prendre le risque de réussir. Et ça m'a vraiment drivé, en fait. Je me suis dit, cette phrase-là, je me la répète tous les jours. Et puis, c'est ce que je dis, en fait. Chaque jour, j'essaie d'avoir une action pour sortir un petit peu de ma zone de confort. Tous les jours, une petite action. Ça, c'est important parce que tu te construis tous les jours. La confiance en soi, je le dis souvent à mes clients, c'est tous les jours, ça se travaille. Et effectivement, demain, je pense que je m'autoriserai plus facilement à faire autre chose. Après, ça a été un grand pas. Ça a été un grand pas. Encore une fois, je sortais d'une situation de salariat, j'avais connu que ça. Au monde de l'entreprise que je connaissais absolument pas. Mais en fait, c'est comme si j'avais eu des pièces d'un puzzle et puis tout s'est mis en place, naturellement. Je me suis aussi entourée des bonnes personnes. Ça, c'est hyper important. Si j'ai un message à donner sur l'entrepreneuriat, c'est de se faire accompagner, d'être entouré. Et parfois, c'est pas votre famille, mais c'est pas grave parce qu'à un moment donné, ils seront là quand même. Et puis, si besoin, ils sont là en fait. Mais il y a plein de structures, il y a plein de réseaux. C'est de travailler aussi avec des gens qui commencent comme vous en fait. Parce que du coup, on se stimule ensemble, on a les mêmes difficultés, donc on a les mêmes discussions, on a les mêmes défis à relever. Et ouais, c'est d'être toujours très entouré. Ça, c'est le... Et même après, enfin, moi, je vois, je travaille avec beaucoup de partenaires et c'est ce qui aide, c'est ce qui aide à développer et être serein. Et puis de pouvoir partager aussi au quotidien ses doutes, ce qu'on en a toujours. T'en as encore. Ouais, j'en ai encore parce qu'on se pose toujours des questions, notamment parfois par rapport à l'énergie qu'on met. On voudrait que ça se développe plus vite. Moi, je suis une impatiente de nature, j'aime que ça aille vite. Et l'entrepreneuriat, à moins d'être sur un produit très innovant, ce qui n'est pas mon cas, ça met du temps. Et donc, il faut pouvoir tenir, et il faut pouvoir tenir aussi en trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Plus on tient, plus on devient crédible aux yeux des clients, plus on est connu, plus ça va se développer. Mais oui, forcément, 2 fois par an, c'est les montagnes russes, on dit souvent l'entrepreneuriat. Quand on a un contrat, on est super heureux, et puis quand il se passe rien pendant 15 jours, on est complètement stressé.
Donc ça, c'est important d'équilibrer. Moi, ma plus grande question autour de l'entrepreneuriat, c'est pas tellement le chiffre d'affaires, la prospection, etc. C'est la gestion de l'énergie. La gestion de l'énergie du chef d'entreprise, pour moi, elle est capitale et c'est le plus dur. Il faut avoir un super bon équilibre vie pro, vie perso. Il faut qu'à côté, faut faire du sport, avoir des amis, que ça se passe bien à la maison. C'est hyper important parce que c'est tellement exigeant à côté que si on n'a pas cet équilibre-là, ça devient compliqué, on peut se mettre en danger. Ouais, puis tu dois aussi avoir beaucoup de clients qui vivent ce déséquilibre. Donc, ça te rappelle de le faire aussi, quoi. Et tout à fait, mais c'est hyper intéressant. Hein, quand je fais aussi de la formation, par exemple, sur la gestion du stress. À chaque fois que je fais cette formation, je me dis « Ah, ça, tu le fais plus, par exemple. Ah tu vas le refaire, parce que tu leur dis. » C'est une question de cohérence. Et du coup, ça me fait plein de rappels. Pareil, hein, quand je parle avec des clients en coaching, effectivement, ce qu'ils me racontent, ça m'évoque des choses. Et je me dis, tiens, là, c'est le moment. Finalement, en accompagnant cette personne, tu vas aussi faire tout le chemin. Tu vas pas lui dire, mais tu vas le faire en même temps, en fait. Et c'est génial. Donc, ça t'aide aussi. Et donc, Natacha, j'aurais une dernière question pour toi. Qu'est-ce que t'évoque le titre de ce podcast, « Oser mon parcours » ? Je te dis, c'est très en lien avec ma devise, finalement, parce que moi, c'est oser, c'est prendre le risque de réussir. Et réussir, tu mets ce que tu veux derrière. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Oser mon parcours, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas qu'un seul parcours. Très clairement, il y a des parcours. Et que le parcours de vie, en fait, il est constitué de plusieurs parcours, professionnels et personnels. C'est ce qui fait aussi toute la richesse, en fait, de notre parcours de vie. Donc, c'est aussi oser aller peut-être explorer des voies peut-être un peu plus improbables, oser se tromper. C'est pas grave. On teste. Ça sera peut-être pas fait pour nous. Et puis, on testera une autre idée. On fera ça peut-être quelques temps, quelques années, puis on fera autre chose. Hein. Aujourd'hui, je veux dire, quand on regarde les parcours des jeunes qui sont déjà un petit peu en activité, des jeunes trentenaires, ils ont déjà fait plein de choses. Hein. Et puis, donc du coup, et moi j'ai 40 ans et j'ai déjà fait beaucoup de choses, même différentes, et je suis sûre que je ferai des choses demain aussi très différentes. Donc, c'est de ne pas attendre. En gros, n'attendez pas d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans, d'avoir 60 ans. C'est de le faire tout de suite, quoi. Et en même temps, l'expérience que j'ai eue, encore une fois, m'aide énormément aujourd'hui. Mais c'est un choix de vie. Moi, je vois des jeunes à 25 ans. Là, je travaille avec une community manager. Elle a 25 ans. Elle a décidé de se mettre à son compte parce qu'elle ne trouvait pas de boulot. Elle fonctionne déjà très bien et je suis sûre qu'elle ira très loin, en fait. Donc, il n'y a pas d'âge. Si on sait ce qu'on fait, ce sur quoi on est bon, qu'on le ressent, qu'on le vit pleinement, ça va bien se passer, quoi. Ouais, donc c'est vraiment écouter aussi son intuition profonde. Ouais. Et on sait en fait déjà ce qu'on a dans nos tripes, en nous. C'est vraiment d'aller l'écouter. Ouais, on le sait. En fait, souvent, ce qui nous bloque, c'est aussi le poids de notre éducation. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par raconter ma mère qui m'a fait faire du droit. Et je veux dire, elle était hyper bienveillante. Hein. Elle voulait que j'ai un job au bout. Elle avait fait ça. Elle n'avait pas pu aller jusqu'où elle voulait aller. Donc voilà, il y avait aussi toutes ces projections. Et puis au final, ça m'a plu. Mais c'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Donc ça interroge quand même parce que je me dis, j'ai fait ça pendant 15 ans. Ça m'a pris 15 ans pour décider d'arrêter, d'avoir cette force, cette volonté d'arrêter parce que j'avais aussi peur des conditions matérielles, financières. Voilà, il y avait plein de choses qui me faisaient peur. Et en fait, plus on vieillit en plus, plus on se crée un confort, plus on se crée des charges, plus c'est compliqué. Et moi, quand je discute avec des gens, il y a un tas de gens qui disent « je voudrais partir, mais en fait, je ne peux pas me le permettre, etc. » Alors, en fait, ils peuvent, mais voilà, ça, c'est un autre travail à faire. Travail sur les croyances. C'est un vrai travail à faire. Mais en tout cas, après, c'est aussi de réfléchir sur le sens qu'on a envie de donner à sa vie, hein, tout simplement. Je te propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup, Natacha. Merci, Sandy. Pour ce temps qu'on a passé ensemble. Et puis, à très vite. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en le partageant, en le commentant ou en lui mettant des petites étoiles. Vous pouvez aussi interagir sur la page Instagram Oser mon parcours. En tout cas, moi je vous dis à très vite car j'ai encore quelques superbes rencontres à vous partager.